Bruxelles, toi? Non, non, moi j'ai vécu un peu en Italie. Tu es né en Italie? Oui, mais je suis venu tout petit. Tout petit. Tout petit. Et puis mes parents ont immigré aussi. Donc mon père a immigré avec la grande vague d'immigration de 47, mais lui il était tout petit. Hein. C'est mon grand-père qui est venu dans les... En 47 déjà? En septembre 47, c'est vraiment la grande vague de l'immigration italienne, qui est venue dans la région sérésienne, où il y avait des charbonnages. D'accord. Et voilà, donc on a grandi là-bas. Enfin, mon père a grandi là-bas. Et il s'est marié dans les années 70. Avec une Italienne? Avec une Italienne qui est rencontrée ici par hasard. Elle est venue ma mère est venue qu'elle avait une vingtaine d'années en vacances. Et bon, voilà. Elle a rencontré mon père et ça s'est fait comme ça. Et puis on est rentré en Italie. Là, moi j'ai vécu quelques années là-bas. Mes parents sont revenus en Belgique. Puis je suis revenu à l'âge adulte. Et maintenant je fais des allers-retours. Et donc ça veut dire que tes premières années, comme tu dis, c'est en italien? Si c'est en italien. Vraiment petit, parce que j'avais 1 an. Ah, d'accord. Quand je suis arrivé en Belgique, j'avais 1 an. D'accord. Et non, moi je suis belge, je me considère comme belge. Oui, j'ai grandi ici. Mais tes premières paroles d'enfant, de bébé, c'est la langue familiale ou bien c'est déjà la langue? Est-ce que les parents entre eux parlent l'italien? Jamais. Parce qu'ils avaient, ils avaient ce complexe des immigrés qui faisait qu'ils ne voulaient pas que les enfants parlent ni le patois, ni même l'italien, parce que eux-mêmes, le maîtrisant pas très bien, craignaient qu'en nous parlant italien, nous ne pratiquions pas suffisamment bien le français. Un peu à l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, ils ont veillé à ne pratiquement jamais nous parler italien. Mais comme j'ai vécu là-bas et que j'y retournais très fréquemment, et j'ai vécu avec ma grand-mère là-bas, donc je suis parfait bilingue en fait. Tiens, il y a des dialectes italiens? Mais il n'y a pratiquement que ça. Hein. L'italien existe, enfin il y a évidemment le latin, et puis qui a eu un latin avec toutes sortes de dialectes, et puis un latin littéraire qui est utilisé par l'Église, et qui était utilisé par la littérature, mais qui était accessible à peu de personnes à l'époque. Mais ce qui a vraiment unifié la langue, c'est la télévision. Avant la télévision, c'était une multitude de petits patois, de petits dialectes, de villages, oui, c'est ça, de village en village. Ma grand-mère qui est morte en 2015 à presque 100 ans ne parlait pratiquement pas l'italien. Elle ne parlait que le patois de son village, et en plus comme c'est avec un relief très montagneux, les paysans, donc là d'où je viens, ne voyagent pas. Ils restent dans le village. Faire 30 km, c'est une expédition digne d'aller aux États-Unis, donc ils ne bougeaient pas, et donc c'est vrai, tu avais un patois dans mon village, et tu fais 15 km, on ne se comprend pratiquement plus. Comme à Bruges, quoi. Tu es à Intramuros à Bruges, à patois, exact. Tu sors de Bruges, c'est déjà autre chose. C'est tout à fait une autre langue. Voilà, donc oui. Ça, et avec des identités régionales extrêmement fortes. Il n'y a d'ailleurs pas vraiment de sentiment national, de fierté. Pas du tout comparable à ce qui se passe en France, avec ce qui se passe en France. On se sent piémontais, lombard, sicilien, et ainsi de suite, avant même d'être italien, je pense. Et tu fais quoi comme études ici en Belgique? Moi j'ai fait sciences politiques. Sciences politiques, oui. Mais donc, avant il y avait les primaires ou les humanités? Oui, j'ai fait l'entièreté de ma scolarité ici en Belgique. En région liégeoise. En région liégeoise. Tu as encore des copains de cette époque-là? Oui, j'ai encore des copains. J'ai encore des copains à Liège, beaucoup en Italie évidemment. Et en Bruxelles, j'y vis depuis 15 ans, donc c'est l'âge adulte de la maturité. Donc c'est un autre type de rencontre, plus professionnelle, je dirais. Mais les amitiés affectives se trouvent à Liège. Donc tu retournes encore régulièrement à Liège? À Liège, oui. Mes parents vivent en Italie, j'ai un frère qui vit à Liège. Donc je vais le voir régulièrement, et puis voilà, je retourne en pèlerinage en fait. En pèlerinage? Oui. Ah, ça c'est beau. Je fais toutes mes chapelles. Oui, d'accord. Oui. Ton épouse est de quelle région? Son papa était de Berthem, flamand, et sa maman est camerounaise. D'accord. Mais elle aussi arrivée en Belgique toute petite, donc elle est ixelloise. C'est pour ça que je me trouve à Ixelles d'ailleurs. Quel mélange, hein? Oui. Moi j'ai un grand-père néo-zélandais pour te dire. Donc voilà. Oui. Tu vois, il rencontre en 14-18 lors de la guerre une jeune fille à Florène. Et puis voilà, donc on a un mélange extraordinaire.
C'est la richesse. Hein. Oui, 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 c'est très bien, le mélange est très bien. Oui, oui, c'était effectivement une source de richesse. Quand tout ça se marie bien, c'était effectivement Mais une source de richesse. ton choix d'études, il s'est fait comment? Oh là là, alors là, c'est Pourquoi ces pratiquement par hasard. Pratiquement par hasard. Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais envie au départ? Et puis le hasard, hein. Mais donc au départ? Mais de rien, parce que j'ai un parcours un peu atypique. Donc, à la fin de mes humanités, je n'ai pas entrepris d'études universitaires, mais j'ai travaillé j'ai fait des études, j'ai fait des humanités peu brillantes, vraiment pénibles, je dirais même. Et donc, après ça, j'ai été travailler dans un garage automobile, jusqu'à l'âge de 24 ans, je pense, de mémoire. Et puis, de manière totalement inexplicable, je sentais que je n'étais plus à ma place. Et quelque chose presque d'indéfinissable me disait... C'est l'honneur du cambouis qui te plaisait? Non, non, pas du tout. Ah, non, non, au contraire, je m'y trouvais très bien. Je réparais peu, mais je réparais un petit peu et je vendais. Non, non, j'étais très bien. C'est un travail très noble, très, très difficile. Mais mon père faisait ça, mon frère faisait ça, donc tout naturellement. J'ai fait ça. Et puis la richesse du travail manuel, quoi. Oui, 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 oui. C'est beau. Et intellectuel, hein, parce que c'est aussi un travail intellectuel. D'ailleurs, donc bref, pour ne pas m'attarder trop, donc à 24 ans, j'ai senti que quelque chose n'allait plus, je n'étais plus à ma place. Et je me suis mis en tête d'entreprendre des études universitaires. Pour l'anecdote, je suis allé au CIEP, ils m'ont fait faire une batterie de tests. Et à la fin, ils m'ont dit surtout, ne faites pas d'études, c'est pas fait pour vous. Vous avez peu étudié pendant vos humanités, voilà 5-6 ans que vous avez quitté, vous allez vous faire souffrir. Et d'ailleurs, je ne leur en veux pas, parce que ça partait d'une très bonne intention. Effectivement, c'était totalement irréaliste d'entreprendre des études universitaires à mon âge, avec le bagage qui était le mien. Mais Dieu merci, je ne les ai pas écoutés. Je suis allé à l'université de Liège, et presque par hasard, j'ai éliminé tout ce qui était manifestement pas à ma portée, la médecine, ce genre de choses, ou tout ce qui avait une sensibilité, je dirais, scientifique, mathématique, c'était évidemment hors de question. Donc, qu'est-ce qui restait? Sociologie, psychologie, je me doutais que ça... Tu avais un besoin de curiosité. Oui, c'est ça, de curiosité intellectuelle, une soif d'apprendre qui n'était pas satisfaite et qui ne s'est déclenchée que très tard. D'autant que j'ai grandi dans un milieu qui n'était pas du tout un milieu... Et ça s'est déclenché à cause de quoi? Je ne sais pas. Tu as fait une rencontre, un ami qui t'a parlé, une conversation? Absolument. Je ne sais pas. C'est né comme ça a sans doute mis un temps avant de mûrir. Ça a mûri, et puis ça s'est déclenché comme ça. Et je me souviens encore des scènes apocalyptiques. Donc moi je travaillais, je gagnais très très bien ma vie. Et quand j'ai dû annoncer à mes parents, immigrer, et pour qui la réussite était d'avoir la maison, le jardin et la voiture, et légitimement, quand on vient de là, où il vient dire, bon, j'arrête tout et je vais vivre dans une chambre de bonne et faire le pompiste le soir pour me payer les études. Moi j'arrête, je fais les études. Là, c'était, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Je me souviens que toute ma famille d'Italie m'a téléphoné en disant, c'est comme si j'avais perdu la tête, en fait. Et je l'ai quand même fait, et puis bon, ben voilà. Et ça a été une grande déception, au fond. Parce que je me suis aperçu à ce moment-là que je me souviens toujours de mon premier examen qui était en économie politique avec Bernard Thierry, qui a dirigé le Forum après, qui était réputé un examen extrêmement compliqué. J'avais eu une note excellente, et non pas parce que j'étais particulièrement intelligent, je ne l'ai jamais été, je ne le suis toujours pas, mais parce que j'avais beaucoup travaillé, j'avais beaucoup étudié. Et puis je me suis rendu compte au fond que à force les examens se sont succédés avec, je ne vais pas dire facilité, mais sans grandes complications, que la difficulté, y compris intellectuelle, entre ce que j'avais vu faire à mon père, mon frère, ces gens qui sont capables de construire une maison comme ça pratiquement, à l'instinct ou à mettre un moteur à terre et remonter à l'oreille, entre faire ça et étudier par cœur 250 pages de sociologie, aller les annoncer ou les répéter comme un perroquet, au fond, la difficulté, y compris intellectuelle, n'était pas là où on était. C'est au moins équivalent, au moins. Et ça m'a d'abord un peu déçu, parce que je me faisais une image de quelque chose de totalement inaccessible. Maintenant, évidemment qu'à l'université, il y a des gens extrêmement brillants. Mais je parle de la norme. Au fond, on fait ça parce qu'on doit le faire. Je vais dire, parce que c'est une tradition de famille, ou parce qu'on va chercher le papier pour pouvoir travailler. Mais, et donc,
ça m'a aussi nourri après, quand l'écriture est arrivée, et encore bien plus tard alors, sur le fait que il y avait ces héros du quotidien, comme ça, ces personnes qui sont là et qui mènent des vies extrêmement dignes, extrêmement compliquées, et qui sont invisibles, comme ça, que l'on ne flatte pas. Et donc après, tout naturellement, quand j'ai commencé à écrire, c'est vers ce genre de personnage que je me suis dirigé. Et les parents, qu'est-ce qu'ils disent de ça, de voir le garçon qui commence ses études, qui fait ses études, qui va réussir, après combien de temps? Réussite assez, je sais pas. Tout ça est très modeste, hein. Il faut aussi, oui, d'accord, mais bon. Garder donc une réussite, des personnes qui réussissent à l'université, il y en a par milliers. Mais tu leur fais découvrir à eux aussi un autre monde. Hein. Oui, mais ils n'y entrent pas. Non, mais tu rentres à la maison, tu parles un petit peu. Parce que oui, bon, on a eu des enfants, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? J'ai fait ci, j'ai fait là, patati, patata. Bon, moi je n'avais plus ça, parce que je n'avais pas ça au quotidien, parce que je ne vivais plus chez mes parents. Ah d'accord. Quand j'ai entrepris mes études, j'avais 24 ans, depuis l'âge de 19 ans, 19-20 ans, je vivais seul, donc je n'avais pas ça, donc je volais déjà. C'est en route de secours alors, ça presque. Sans filet. Et je pense que c'est effectivement ce qui fait que j'ai apprécié nettement plus les études universitaires, en tout cas, non pas ce qui était enseigné, à part quelques exceptions près, mais l'envie d'apprendre, parce que je partais avec 10 ans de retard sur tout le monde. Tu avais des frères et sœurs? J'ai un frère, oui. Plus jeune? Plus jeune, d'un an et demi plus jeune, oui. Qu'est-ce que le papa disait? Fais pas comme lui, ou quoi? Qu'est-ce qu'il disait à ton frère? En disant, mais écoute, fais pas comme lui, étudie, ne commence pas à travailler, puis... Parce que c'était... ton papa voyait quelque chose malgré tout. Il faut oser faire ce que tu as fait. Quel est le conseil qu'il pouvait dire à son autre fils en disant... Mais rien, c'est-à-dire que... il suivait son chemin, il était fait pour ça, il l'est toujours, et il s'épanouit dans ce qu'il fait, autant que moi, je ne m'épanouissais plus à un moment donné, donc j'ai cherché l'épanouissement, ou en tout cas l'épanouissement c'est un bien grand mot, mais en tout cas une certaine satisfaction, une certaine, comment vais-je dire, ne pas vivre une vie, ne pas subir la vie plus que je ne la vivais, ce qui était le cas à ce moment-là, et donc il fallait que j'aille voir ailleurs, au fond. C'est assez banal, hein. Ça arrive dans un tas de domaines. Avec ton point de vue, oui, mais moi, en tant que père de famille, tu te armes de patience pour donner une éducation à ton enfant, pour lui faire des études, puis tu vois qu'il commence à se lancer, puis bloup, 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 papa, je vais recommencer quelque chose d'autre, quoi. Commencer, parce que je n'avais jamais. Oui, mais bon, tu avais commencé à travailler, quoi. Hein. Oui, j'étais totalement indépendant, je vis. Oui, voilà, et puis tu dis stop au boulot, je retourne sur les bancs de l'UNIF, j'avais sur les bancs de l'UNIF maintenant. C'est une remise en question, malgré tout. Oui, c'est un changement de cap. Oui. Moi, je me mets en tant que père de famille en disant... Ah oui, ça a dû être pour le moins surprenant. Mais ça ne nous remettait pas en cause l'éducation. Non, absolument pas. Certainement pas. Après, ils m'ont soutenu, non, je n'ai pas vraiment... Ah bon, après donc, ça, ils se sont dit, tiens, mais tout... C'est-à-dire qu'ils m'ont toujours soutenu, mais il y a eu un moment, effectivement, où ils ont été pour le moins déboussolés, parce que je vous dis, ce n'est pas un milieu où on faisait des études, ce n'est pas un milieu... C'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire, je vais dire... à lire avec assiduité, à lire autrement, je lisais de temps en temps, mais c'est un milieu qui est totalement coupé de la culture, en tout cas de la culture telle qu'on l'entend, c'est-à-dire la littérature, la peinture, la musique classique, ça n'existe pas. Donc tu étais l'extraterrestre pour eux. Oui. Mais à partir du moment où je me suis lancé là-dedans, je l'ai fait avec ce sentiment que j'ai toujours aujourd'hui d'ailleurs, d'avoir perdu du temps, donc de démarrer... les autres déjà, oui, tu cours un marathon, les autres ont déjà fait 20 km et toi tu démarres. Donc il y a quand même ça, il y a quand même oui, il y a ce sentiment-là aujourd'hui encore. Ça me fait pas l'ombre d'un doute. Oui, mais ce qui fait peut-être que j'essaye de rattraper le temps perdu. Tu penses qu'on peut le rattraper? Dans la qualité, oui. Oui, je pense que la qualité du temps qu'on a consacré, comme tu viens de le faire, te permet, à grande enjambée, de rattraper ce temps tout compte fait, quoi. C'est-à-dire que le temps passé avant a sans doute nourri ce qui est venu après, même si, je répète, tout
tout ça est très modeste. Ouais, c'est toi qui disais le temps perdu. Je ne pense pas qu'on puisse parler de temps temps perdu. Dans le sens que si tu commences si tu découvres la littérature à 15 ans, c'est autre chose que si tu as du 25. Donc forcément, tu as un bagage... Mais tu ne sais pas démonter un moteur alors? Non. Non, d'accord. Non, mais c'est pas tellement ça, parce que ça, c'est à mon avis pas tellement important. C'est le fait d'avoir évolué dans un milieu et auprès de personnes qui ont d'autres expériences de vie. Ça, c'est plus, à mon sens, plus... Savoir démonter un moteur, ça c'est anecdotique, tout le monde peut le faire. Mais ça, tu le dis quand on sait le faire. Hein. Moi, tu me demanderais d'ouvrir un capot. Je n'étais pas non plus... Je ne baignais pas dans l'atelier de réparation du matin au soir, je vendais aussi quelques petites notions, mais c'est pas tellement ça. C'est plutôt d'avoir évolué dans un milieu autre, parce qu'on ne se rend pas compte, ou certains s'en rendent sans doute compte, mais tout le monde ne se rend pas compte, à mon avis, avec suffisamment d'acuité, de l'étanchéité qu'il y a entre les différentes composantes de la société. Le milieu culturel, comme on l'entend classiquement, par exemple, en communauté française ou même ailleurs, je veux dire, c'est très restreint. C'est quelques dizaines de personnes, ça arrive une centaine de personnes tout au plus, mais qui vivent pratiquement en autarcie, en fait, qui se lisent, qui s'écoutent, et c'est très bien ainsi. Mais le fruit, et c'est pareil avec les intellectuels, dont je ne fais pas partie, mais je veux dire des personnes qui évoluent dans une sphère, je vais dire en tout cas, où l'on réfléchit, où on tente tant bien que mal de produire quelques petites choses, eh bien, le fruit de ce travail-là percole, c'est comme un filtre à café dont le filtre serait bouché, ça ne coule pas, ça coule très très peu. On pense quand on fait une interview radio que tout le monde vous a entendu, mais ce n'est pas vrai. C'est quelques centaines de personnes, quelques milliers de personnes tout au plus. Mais au sein de la population, le fruit de la réflexion culturelle percole très très peu. Donc à mon sens, c'est ça le grand défi des personnes qui écrivent, qui réalisent des films, ou qui produisent des essais, c'est d'essayer d'inclure le plus possible. C'est vraiment le problème de l'inclusion. D'aller là où la culture ne va pas. Donc ne pas se contenter de faire une conférence à l'ULB ou au Collège Saint-Michel, parce que là, effectivement, vous avez un public qui est acquis à votre cause, et qui en tout cas a une certaine familiarité avec le livre ou avec le produit culturel, mais aller là où ce produit culturel ne va pas. Aller dans les écoles où les écrivains ne vont pas, dans les associations où ils ne vont pas, aller projeter ces films dans les écoles, en débattre, et essayer non pas de créer des vocations, mais en tout cas de créer un débat public. Un débat et de faire connaître le produit culturel. Quel est ce premier grand moment pour toi alors, de découverte d'une lecture ou une conférence qui va t'ouvrir les yeux? Est-ce que tu as un souvenir d'un flash? Non, je n'ai pas eu de déclic. Tu n'as pas eu de déclic. Je n'ai pas eu de déclic, à mon avis, c'est quelque Même chose... durant les études, tu n'as pas eu quelque chose qui Oui, alors par la suite, j'ai eu des lectures qui m'ont fortement... Une conférence, quelqu'un qui t'a ouvert une voie, qui t'a ouvert une réflexion. Conférence peut-être pas, en tout cas Pasolini par exemple, la lecture de Pasolini. Voilà. Ça, que tu découvres comment? Que je découvre Pasolini par les écrits corsaires. Par les écrits corsaires, oui. Oui. Pasolini, ça a été... Ça t'a vraiment marqué? Ça. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Dans l'écriture, Garcia Marquez, par exemple, Camus. Mais Garcia Marquez dans le style et dans les parce que quand tu découvres ça, c'est un monde qui s'ouvre. Oui, un monde qui s'ouvre et un plaisir totalement nouveau. Tu es musicien? Non, mais par contre, la sonorité de... Ouais. Oui. Que tu vas retrouver alors dans l'écriture. Que je vais essayer très modestement de retrouver. Quand tu lis. Ah oui, quand je lis Garcia Marquez, voilà. Oui, évidemment, ça c'est clair, c'est une mélodie de la première à la dernière page. C'est somptueux. Oui, et Pasolini, par contre, c'est l'acuité de l'intelligence, la capacité d'aller à l'essentiel. Et ce qui m'a marqué chez Pasolini, surtout, qu'on retrouve très peu aujourd'hui, en tout cas dans le monde, de manière générale, qu'on trouve très peu, c'est le fait de ne pas être banal. De ne pas s'inscrire dans le ronronnement. Je ne sais pas moi, si, un exemple banal, Trump est méchant, pendant 15 jours, pendant des années, même 5 ans, chaque année,
c'est le méchant Trump contre le d'accord. gentil Hillary Clinton. Et on se gargarise, on répète ça à l'envie. Donc tout est binaire, comme ça. Pasolini, non. C'est celui qui en 68 va prendre le parti des policiers, parce qu'il dit ce sont eux qui, contre les étudiants fils de bourgeois, parce que ces types gagnaient l'équivalent de 1000 € par mois et ramassaient, se faisaient caillasser, donc le danger était... En tout cas, il nuançait et il n'était pas banal. Et ça, je trouve que c'est une... Donc tu découvres là aussi une réflexion aussi. Oui, une vivacité d'esprit, oui. une tournure d'esprit, Voilà. et une manière toujours de se décentrer, comme ça, Voilà. qui est évidemment qui est réservée à ces génies, à ces personnes qui sont capables de ça. Il faut avoir le talent et l'intelligence pour pouvoir soutenir cette vivacité d'esprit, mais oui, c'est prodigieux. Mais ça n'a pas d'éteint sur toi, mais tu t'en es bien imprégné, parce qu'encore une fois, tu as beaucoup assimilé un petit peu ce genre de réflexion aussi. Tu as beaucoup, dans tes analyses, je pense que tu es comme ça aussi, toujours te décaler par rapport à d'autres, parce que tu as toujours un regard autre sur les faits. Et c'est ce qui fait, je vais dire, la spontanéité de ce que tu dis aussi, de ce que tu écris. C'est ton regard sur les choses. Le regard et le sentiment de ne... Je n'y arrive pas toujours, et bien loin de là, mais de ne parler que quand c'est nécessaire. Oui. C'est-à-dire que tu peux éviter la banalité, que si tu parles quand tu penses avoir en tout cas quelque chose d'original à dire ou qui ne se dit pas. Si c'est pour te mettre dans la file de ceux qui commentent de la même manière le même fait, alors tu ne sers que l'ego. Tu veux dire, ben, j'y suis moi aussi et je fais partie de ceux qui comptent. Et donc ça, oui, il m'arrive par exemple sur l'Italie de refuser énormément d'interviews. Je me dis, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire qui n'a pas déjà été dit? Et je n'accepterai de dire quelque chose que si je pense, et quelquefois je me trompe, et sans doute même souvent, pouvoir dire, ah ben ça n'a pas encore été dit, et il me semble que c'est important de le dire. Donc, c'est comme dans la création littéraire, hein. Je pense que ce qui motive, c'est la nécessité. C'est quand tu ne peux pas faire autrement que de le dire. Moi, c'est le regard que j'ai sur toi quand je t'observe un petit peu, c'est que tu es un écouteur. Donc tu es quelqu'un qui est à l'écoute, qui est à l'observation, comme tu viens de le dire, de ce qui se dit. Mais quand on observe, on voit déjà qu'intérieurement, il y a quelque chose qui est en train de travailler, et alors c'est l'intervention pertinente que tu fais dans tes interviews, ou bien dans les écrits, qui font vraiment la personnalité que toi tu as, quoi. Mais quand on t'observe, je veux dire, c'est flagrant. De voir la réflexion qui se marque sur le visage, hein, et de voir pas le personnage qui piaffe pour prendre la parole, comme beaucoup font. Hein. Il y en a beaucoup qui vont couper la parole à d'autres parce qu'ils veulent dire quelque chose. Tu as toujours énormément de recul. Oui, ben, ça c'est l'observation que j'ai. Très intéressant ce que tu dis. Bon, je ne m'en rends pas compte. Ouais, oui. Peut-être. Oui. Par exemple, quand tu es interviewé, on voit un petit peu, tu es à l'écoute du journaliste. Beaucoup vont interrompre un journaliste pressé de prendre la parole. Toi, tu as toujours, je veux dire, un temps, je veux dire, de recul pour encore pousser le journaliste un peu plus loin dans sa question. Parce qu'alors arrive à ce moment-là la question pertinente. Peut-être. Et alors, oui, bon, c'est tout le discours que tu peux tenir à ce moment-là que moi j'aime bien. Merci. Mais oui, je ne me rends pas compte. Oui, moi c'est l'analyse que je fais, quoi, un petit peu. Pourquoi on t'invite à la radio? Oh ben écoute... Pourquoi toi? Je pense qu'il y a d'abord peut-être même une question de facilité. C'est-à-dire que quand tu as un interlocuteur qui passe plus ou moins bien, ben bon, voilà, et puis sur l'Italie, je ne suis évidemment pas le seul, nous sommes quelques-uns à intervenir. Donc, je ne sais pas, peut-être sans doute que certaines de mes analyses sont pertinentes, voilà, ça ne fait pas d'un doute. Pas toutes. C'est le mot que j'avais. Oui, mais évidemment, oui, ça c'est clair, mais comme tous ceux qui sont invités, c'est sûr que si tu es à côté de la plaque à chaque fois, tu ne fais pas long feu, mais je ne sais pas, et puis je ne suis pas le seul à être interviewé sur l'Italie. Mais c'est quelque chose ça aussi c'est quelque chose qui me... C'est une sorte de tiraillement, parce que je voudrais me démarquer de ça, et
et me consacrer qu'à l'écriture de romans. Tu te souviens de ta première prestation en radio? Non. 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 Je me demande si c'était pas chez Eddie Kakelberg. Je ne m'en souviens pas. Non, je ne m'en souviens pas. Ça devait être à l'occasion, en tout cas, de Italie, une démocratie pervertie. Donc c'est fin 2011, début 2012. C'est un essai qui était une sorte de compilation de chroniques, mais retravaillée, et mise avec une sorte de parcours pour pouvoir thématique qui constitue un essai. Donc je pense que ça doit être chez Eddie Kakelberg, mais je ne le jurerai pas. Alors, on a parlé tantôt un petit peu de cette découverte de l'écriture, oui. Et tu commences à griffonner, ou pas à griffonner, tu commences à écrire. Comment t'y prends-tu? Des petits carnets, des petits billets que tu... Non. Comment tu procèdes? Là aussi, c'est un peu... Je ne sais pas si c'est atypique, mais en tout cas, c'est venu comme ça, extrêmement subitement. Non, je n'ai jamais tenu de carnet. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Et je ne suis pas un... Je ne fais pas de petites fiches, ce genre de choses. J'ai des amis écrivains qui le font, moi pas. Et j'ai commencé à écrire des chroniques ou des articles sur l'Italie, et donc dans la Libre, dans le Soir, ainsi de suite. Et puis j'ai été contacté par Vincent Engel, de mémoire, pour collaborer à son blog. Il avait créé un blog qui s'appelait Les Auteurs Associés, je pense, ou Les Chroniqueurs Associés, qui est devenu blog à part ensuite, auquel collaboraient Claude Javot, Alain Bérambault, ainsi de suite. Nous avions chacun une spécialité. Moi, j'avais les chroniques italiennes. Et puis, j'ai réfléchi à écrire un texte sur l'engagement. Et je pensais faire un essai, rédiger un essai. Et comme on flirtait avec des thèmes très moralisants comme ça, je me suis dit ça va pas aller, ça va pas aller, ça va faire très donneur de leçons et je vais avoir du mal. Et alors j'ai commencé à réfléchir à la possibilité d'écrire un texte de fiction. Et j'ai écrit une 50aine de pages. Je les ai envoyés, j'avais un ami, donc je collaborais donc pour ce fameux blog avec Vincent Engel, j'avais un autre ami qui s'appelait Vincent. Je me suis trompé je me suis trompé de destinataire, et je l'ai envoyé à Vincent Engel, qui, le lendemain, ou en tout cas extrêmement vite, c'est 30 et 50 pages, je sais plus très bien. C'est quoi ça? C'est le hasard, c'est la providence, on peut appeler ça comme on veut, qui me dit qu'est-ce que c'est. Voilà, c'est quoi ça? Et je lui dis, bon, ben, c'est le début d'un roman. Il me dit, où est-ce que tu en es? Et ben, je lui dis, écoute, j'ai ces 30 pages-là, encore une centaine qui suivent, je les lui envoie. Il me dit, si la suite est du même acabit, je te le publie, parce que je vais reprendre, ou je viens de reprendre, Le Grand Miroir, qui était la collection littéraire de la Renaissance du livre. Ouais. Pourquoi hein? Oui, on fait bien parfois. Et donc Vincent Engel, qui m'a mis le pied à l'étrier tant voilà. Au niveau de son blog, mais là je collaborais déjà avec quelques journaux, quelques radios. Mais enfin, il m'a permis d'avoir une visibilité, parce que le blog était très lu, et surtout qu'il m'a publié mon premier roman. Donc je lui suis vraiment profondément reconnaissant. Il a du flair aussi, hein, ça. Oui, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être. Mais bon, rien ne m'obligeait à prendre de risques et à me soutenir. Maintenant, peut-être que si je l'avais envoyé ailleurs, il aurait aussi été... je ne sais pas, en tout cas le fait est que c'est lui qui m'a permis d'écrire, alors là, de manière détendue, sans le stress de se dire, mais... Parce que écrire, c'est compliqué. Enfin, moi, en plus, j'ai une écriture laborieuse, donc c'est pas, je n'écris pas en sifflotant, donc c'est vraiment une période, comment vais-je dire, de concentration extrême, de doute, de tourment, enfin, bon, bref, comme beaucoup, j'imagine. Mais après, vient le plus difficile, c'est de trouver l'éditeur. Jusqu'à présent, j'ai eu la chance de toujours écrire avec un éditeur derrière, belge. Belge. Ça, c'est une grande chance que tu as là. L'éditeur, mais je précise bien belge, parce que c'est deux catégories, des écrivains publiés en Belgique, je pense. Et puis,
il y a les écrivains publiés en France, et c'est tout, on joue alors là dans une autre dimension, dans laquelle, jusqu'à présent en tout cas, je ne joue pas. Donc, mais enfin, ça vous permet quand même d'être publié, d'être lu, ce qui est déjà énorme. Donc ça, et ça grâce à Vincent. Donc tu découvres le public, tu découvres le lecteur, que tu n'as jamais, je dis, tu n'as jamais été confronté à un auditoire de lecteurs précédemment. Avant ça, non. Oui, non. Non. Avant ça, non. Non. Je le découvre... oui, je découvre... Parce que ce roman, ce premier roman qui est l'édition du docteur Fernando Gaspari, sort dans l'anonymat le plus complet. Personne, à mon avis, ne l'a lu pendant, si ce n'est quelques membres de ma famille, pendant des mois. Voilà. Et puis il est sélectionné pour le prix, là, il est finaliste du prix Rossel, il reçoit la mention du jury, et là alors, il y a une deuxième vie qui commence pour le roman, et effectivement qui va m'ouvrir des portes au niveau des rencontres littéraires. Voilà. Là c'est un monde qui s'ouvre à toi, quoi. Oui. Une découverte. Oui, c'est une découverte. Ça stimule. Une découverte. J'aime beaucoup ça. Oui. J'aime beaucoup les rencontres. Et les dialogues, ça oui. Oui, j'aime beaucoup le débat, j'aime beaucoup les rencontres. Oui, je suis vraiment comme un poisson dans l'eau au milieu du public. Enfin, je ne vais pas dire du public, mais en tout cas au milieu des gens. C'est ton élément, ça. Oui. Et encore moins, même si je n'aime pas parler du livre, je trouve que ce que nous faisons là est beaucoup plus intéressant pour celui qui peut s'intéresser. Je préfère découvrir l'auteur que découvrir le livre. Le livre, ça se lit, en tout cas pour moi. On commence à disséquer le livre. Maintenant, on peut disséquer une œuvre. Oui, tout à fait. Dans mon cas, c'est sans doute prématuré, mais en tout cas, pour certains auteurs majeurs, oui, ça, oui. Mais par contre, aborder les thématiques que l'on retrouve dans les livres, ça, oui, ça, j'aime beaucoup ça. D'autant que, je répète, j'ai l'écriture laborieuse et longue, ce qui veut dire que ça me prend 1 an et demi, 2 ans, en tout cas 1 an et demi c'est sûr, de travail totalement solitaire, un travail de l'écrivain. Tu sais ce que c'est sur ta table et tu ne bouges pas. Et donc, après ça fait du bien tout de même de pouvoir rencontrer des gens et de pouvoir débattre. Encore faut-il que le livre soit bon et qu'on vous invite à des rencontres, évidemment. Mais quand c'est le cas, alors c'est très agréable. Oui. Donc là, on abordait, parce que le livre, il est là, oui. Donc on abordait, je vais dire, des grands sous-livres avec des grandes thématiques. Et parle-nous un petit peu aussi, par exemple, L'inconnu du parvis. C'est le fruit d'un fait divers? Non. C'est typiquement imaginaire. Non. Aucun de ces trois-là, chronologiquement, donc l'édition du docteur Gaspari, Voyage corsaire et L'inconnu du parvis c'est le fruit de... En général, sauf pour le dernier que je viens de terminer, et où là ça part dans un fait divers, sinon c'est la thématique et les personnages qui viennent à moi. Ah d'accord. Donc L'inconnu du parvis, c'était un peu ce dont nous avons parlé tout à l'heure. Enfin, il n'y a pas de miracle, là on écrit. Et il y a un auteur italien qui s'appelle Cesare Pavese que j'admire beaucoup. De la fin de la première moitié du XXe siècle, et il meurt en 50, je pense. Donc, qui dit qu'un écrivain, aussi modeste soit-il, écrit toujours le même livre. C'est la théorie du monolithe, en fait. C'est comme un bloc, et avec ton scalpel, tu es là, et ce que tu produis, c'est les éclats du même bloc. Donc les thématiques sont toujours là, très, 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 très prégnantes. Elles sont vraiment, elles t'habitent. Et effectivement, L'inconnu du parvis, c'est un peu ce dont, pour revenir à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est comme ça, c'est un personnage un peu effacé qui ronronne sa vie plus qu'il ne la vit, ou qui l'adore plus qu'il ne la vit, et puis il y a une 50aine d'années, qui est à un moment charnière dans son existence, même si c'est pas ça le thème du livre, mais on retrouve ça un petit peu dans les deux autres aussi. C'est ce moment où tu renonces, en fait. Il arrive un moment où on a tous rêvé d'être de grands écrivains, astronautes, ou que sais-je, moi, tous les rêves d'enfance, et on les traîne avec soi. Puis on entre dans la vie professionnelle, je ne sais pas, 25, 30 ans, mais il y a une période comme ça, entre 30 et 50, plus ou moins, où on se dit que c'est peut-être pas encore totalement fini. On ne sait jamais, quelque chose pourrait arriver, qui fait que tu rebascules et tu pourrais devenir ce que tu as rêvé d'être.
Et puis à un moment donné, on se rend compte tout de même avec la lucidité, l'âge, l'expérience, qu'au fond, non, ça ne se produira plus. Et donc, ce moment-là, c'est un deuil, à mon avis, c'est le deuil le plus douloureux et sans doute fondateur de quelque chose de nouveau, mais pas nécessairement positif, mais qui peut être positif. C'est-à-dire, soit on compose avec cela, et on va vers quelque chose d'autre, un autre rêve de maturité, on va dire. À ce moment-là, on peut s'en sortir. Donc, ce serait le coup de rein qui fait qu'on peut redécoller une deuxième fois par le rêve, ou pas. Où on se dit, ben, on se résigne, on dit, bon ben voilà, maintenant c'est fini. Il suffit parfois d'une rencontre pour Oui, stimuler ça. Qui peut ne pas venir ou qui peut venir, effectivement. Et donc, ça c'est quelque chose qui me terrorise en fait, et qui m'angoisse beaucoup cette période-là. Je l'ai vu, je l'ai observé chez plusieurs de mes proches, et bon, voilà, l'âge avançant, ça arrive à tout le monde. Et donc, il est là, lui. Il est dans cette tranche d'âge-là, et il a sa petite vie bien rangée. Et puis, un événement extérieur va venir le saisir, qui va faire que il va devoir dessiller les yeux. Il va devoir lutter contre ce que j'appelle dans le roman la cécité de l'âme, c'est-à-dire ouvrir les yeux sur le monde qui l'entoure et entamer une forme de parcours initiatique, ou en tout cas oui, il va ouvrir les yeux et regarder autour de lui. Quand tu écris, tu écoutes de la musique? Non. Le calme? Et pas un seul bruit. Pas un seul bruit? Non, je n'arrive pas. J'ai essayé. J'aimerais pouvoir écrire avec de la musique, mais non, je n'y arrive pas. Je ne parviens pas à lire avec de la musique. Mais même quand je lis, je ne peux pas y avoir de bruit. Non. Moi j'aime bien le calme absolu, tu vois. Oui, moi aussi. Il y a plein de CD, il y a plein de radio, tout ce qu'il faut, mais pour la lecture, c'est... Ni lire ni écrire. Il n'y a que la lecture du journal, ça je peux encore tolérer un bruit dans l'environnement, mais écrire un roman ou un article par exemple, non, je ne pourrais pas. Toujours dans le calme et la Toujours dans le calme et le silence le plus complet. Ah, d'accord. Oui, oui. J'ai besoin de concentration, mais comme beaucoup d'angoissés, la concentration est problématique, hein, donc rien peut me distraire. Donc j'essaye d'avoir enfin, j'ai un endroit d'écriture, et je ne peux écrire pratiquement que là-bas. Tu as un horaire bien... Le matin. Le matin. Le matin. J'écris, la plupart du temps, j'écris le matin. Ce qui est mes romans, oui, le matin. Et l'après-midi, alors je peux écrire un article, ou aussi quand c'est nécessaire. Puis comme j'enseigne, je ne vis pas de ma plume, donc je dois concilier les deux aussi. C'est ça le plus compliqué en fait. Qu'est-ce que tu enseignes? Là pour le moment, je n'enseigne pas, parce que je me suis consacré à l'écriture du roman et à la collaboration d'un scénario avec Fabrizio Rongione. Et quand tu enseignais? Oui, la science politique. La science politique, d'accord. J'ai enseigné longtemps en Afrique à l'université catholique. Où je faisais les allers-retours en fait, on concentrait mes cours et les périodes d'examen, et j'allais au Cameroun, c'était à Yaoundé, où se trouve le siège des universités catholiques d'Afrique centrale, et donc j'allais donner cours là-bas. Et ce plaisir de transmission ne te manque pas? Pour le moment, non, mais je pense que oui, je vais reprendre, parce qu'effectivement, c'est un vrai plaisir. C'est un plaisir. C'est un réel plaisir, oui. Oui, donc, tôt ou tard, je reprendrai, probablement l'année prochaine d'ailleurs. Oui. Donc ça fait des voyages? Oui. Mais ça, c'est pas pour me déplaire. Okay. Puis je collabore avec un centre d'études en Italie, un centre de traduction littéraire et un centre d'études en sciences politiques qui s'appelle Area Democratica, dans le Latium, donc près de Rome. Donc là, je vais très régulièrement en Italie aussi. C'est vrai, c'est le plaisir du partage des connaissances, le plaisir de la découverte avec d'autres personnes. Oui, ça c'est très important. De rouvrir, je veux dire, un horizon, ça doit être très plaisant. Oui, c'est vraiment...
de moments des périodes de grande satisfaction. Et puis tu te replies sur l'écriture, dans un cadre monacal qui est chez toi, dans le silence. Voilà. Tu cuisines? Très peu, mais je mange. Ah, tu manges? Ça compense. Oui, parce que parfois, bon, le plaisir de l'écriture, le plaisir Ouais, oui, je de la cuisine, mais préparation. modestement, mais par contre, j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'aime beaucoup la nourriture et oui, je suis Tu as des friand de bons plats. Et d'ailleurs, dans pratiquement tous mes romans, enfin, pratiquement les 4, il y a chaque fois Tu es viande ou poisson? plus viande, oui. Mais surtout pâte, hein. Surtout pâte, oui. À ce point-là. Pas de pommes de terre, pas de frites. Ah, surtout si, pas. non, mais tu me demandes de choisir entre les deux. Oui, oui, d'accord, mais je ne sais. Oui. Non, C'est surtout pas. Oui. Donc il y a des racines qui déclinées Ah, c'est dans d'accord. toutes les facettes possibles. D'accord. Oui, et le poisson aussi, parce que ma mère vient des Pouilles. Donc c'est une région qui est très, très réputée pour son poisson. Mhm. Oui. C'est vrai que dans l'écriture, il y a de bons moments, évidemment. Quand on te lit, je dis dans l'écriture, dans la lecture de tes écrits, c'est vrai qu'il y a de bons moments aussi où on peut Mais il y a retrouver. chaque fois, oui, je ne sais pas préméditer, mais à chaque fois il y a des scènes de repas. Oui. C'est le souvenir d'un parfum de repas qui te Oui, fait. souvent c'est ça. Ou d'un plat en relation avec la région ou avec le personnage, par exemple. Oui, ça souvent, les deux vont de pair. D'écrire le parfum d'un plat. Ça doit être somptueux, ça. Oui. Oui, ce sont des exercices qui sont très compliqués, Mhm. parce qu'il faut essayer effectivement de ne pas s'étendre et de ne pas se laisser aller à son propre plaisir descriptif, parce que sinon on alourdit les narrations. Et donc il faut essayer d'être le plus concis possible, et avec un ou deux. Ce en quoi excelle, évidemment, on citait Garcia Marquez ou d'autres, les latino-américains comme ça, qui sont capables en 2-3 mots autant Simenon en une phrase planter l'atmosphère, autant Garcia Marquez avec un adjectif, parce qu'il disait que l'écriture c'était ça, la place de l'adjectif. Donc le soleil implacable, directement on est dedans. Et donc c'est pareil dans les descriptions, c'est ce qui est le plus compliqué, c'est de ne pas s'étendre et de trouver le bon mot et la bonne association de mots. Ça c'est difficile. Les nouvelles, que penses-tu des nouvelles? J'aime beaucoup. Mhm. J'aime beaucoup, oui. J'aime beaucoup. Je vais publier chez Caire Édition à la rentrée, en octobre je pense, un recueil de 3 longues nouvelles, dans la collection Belgique. Oui, non, j'aime beaucoup. C'est un bel exercice. Oui. Oui, c'est 3 nouvelles avec 3 beaux titres. Oui. Et c'est 3 nouvelles très, très intimistes. À mon avis, ce que j'ai écrit, le peu que j'ai écrit, c'est ce qui est sans doute le plus personnel en fait. C'est une demande de l'éditeur, 3 nouvelles. Non. Ou bien. Non, c'est une collection qui s'appelle Belgique, Oui. donc au pluriel. Oui. Vincent Engel y a publié, Luc Baba, je pense, Oui, enfin 3 ou 4 auteurs. Ça a commencé là. Les 3 premiers recueils sont sortis l'année passée, donc cette année, il y a Yves Willens et moi. Mhm. Et non, il n'y avait pas de consigne, c'était fait environ 150 pages sur la Belgique. Donc voilà, alors il y a évidemment les fameux clichés, Mhm. et les grandes thématiques, enfin, bon, je sais pas moi, Hergé, Tintin, ou que sais-je, Là, tu abordes. les frites, enfin Ouais. tout ce qu'on peut imaginer, ou la politique, Elio Di Rupo, et ainsi de suite. Ouais. Et moi, je n'ai pas voulu faire ça. Donc c'était une condition, c'était de pouvoir parler de ma Belgique, mais vraiment intime, en fait. Donc je suis retourné dans les lieux de mon enfance par le souvenir et la fiction. D'un personnage. Le premier, c'est M. Collard. Oui, Oui. Collard et fils. Collard et fils. Oui. Et ça renvoie à Un souvenir bien précis. oui, un souvenir. À Liège ou à Bruxelles? Ça se passe à Herstal. À Herstal. À Herstal, donc à Liège. Dans la banlieue de Liège. Et donc c'est un souvenir qui t'est revenu comme ça? Non, c'est pas un souvenir, ce sont des Ah, personnages d'accord. qui n'ont pas existé tels quels, Mhm. Mais que mais tu as dont pris. le souvenir mêlé à la fiction crée une réalité. Enfin, le souvenir et D'accord. fiction
c'est pareil. Oui, ça flirte ensemble. Ça flirte ensemble, ça crée une réalité Oui. à part en fait. Hein. Oui. Et donc c'est des personnages qui ont existé mais que j'ai un petit peu modifiés. Les lieux sont réels, sont des lieux de mon enfance. Et la thématique est aussi une thématique qui me touche. Les trois en tout cas. Les trois nouvelles sont des thématiques. Donc ça a été un les deux libre premières choix. en tout cas. C'est un libre choix de ta part, les Oui. trois. Oui. Ce n'est pas un thème bien précis de la Non, part. non, non, il fallait que ce soit un lien avec la Oui, Belgique. Et bon, moi, c'était un lien territorial, en fait, affectif, non, puisque j'ai grandi dans la banlieue liégeoise. La première nouvelle se situe à Liège, à Erstadt précisément. La deuxième, près de Serein. Et la troisième, par contre, est à Bruxelles. Ici se situe à le fond. Ce sont deux jeunes qui cheminent comme ça, qui se cherchent et qui errent en période d'attentat, donc en 2016, à Bruxelles. Je souris parce que bon, tu viens de me dévoiler quelque chose. C'est que tu n'as pas fait comme beaucoup d'autres confrères auraient pu faire. C'est vite aller voir ce qui a été fait précédemment pour te plonger dans l'écriture. Là, tu ignores presque littéralement les trois premiers Je n'ai ouvrages. pas lu les trois premiers. Voilà, ça c'est extraordinaire. Voilà. Je n'ai pas lu. Ça, J'ai c'est- reçu des mots-clés. Oui, Les éditeurs et sont les conseillers littéraires qui collaborent avec les lecteurs font ça. Ils disent, voilà ce sur quoi vous pourriez oui, oui. écrire. Donc j'ai effacé. C'est un refus de curiosité de ta part pour ne Mais pas. je n'aime pas les commandes. Voilà, Je n'aime pas les commandes. ça on ressent. J'y ai participé une fois et je trouve que c'était une très mauvaise idée. A posteriori, ça ne s'est pas révélé une bonne idée. Et donc, non. En fait, j'ai écrit comme si Oui. je n'avais pas reçu de commande. Alors, parle-nous un peu de Kerr, de Xavier Van Warenberg qui est l'éditeur. Oui. Il reçoit tes écrits. Il reçoit Les trois textes. Les trois textes, oui. Quels sont ses premiers mots? Est-ce qu'il y a eu un retravail de Non. Non. Donc, voilà. Aucun. Cette fois-ci, curieusement, parce que c'est quelqu'un qui retravaille. Hein, Oui, qui c'est ça que retravaille, je te demande. et c'est bien, moi j'aime beaucoup ça, parce que je n'ai pas d'orgueil par rapport à ça. Donc si on me dit ça c'est pas bon, et qu'on m'explique pourquoi c'est pas bon, je peux tout à fait comprendre, et je suis tout à fait prêt à modifier. Je n'ai pas j'ai pas d'orgueil par rapport à ça. Je trouve que c'est un travail, évidemment, si on dénature le texte, ça n'a plus d'intérêt, mais si on dénature la musicalité, ça n'a plus d'intérêt. Mais Xavier est quelqu'un de très pointilleux, très rigoureux, et c'est très bien ainsi. Mais là, je ne vais pas dire par miracle. Vous étiez au diapason. Oui, il a lu les textes et il a dit bon, c'est bon comme ça. Il y a eu quelques petits travaux de forme sur quelques mots, mais rien d'essentiel. Donc, soit il était très fatigué, soit c'est bon signe. Ou tu n'étais pas angoissé. Non, j'étais angoissé en écrivant. Oui, Après, d'accord. Non, j'étais pas angoissé. Non, c'est rassurant. Tu vois qu'il y a quand même le bon moment dans l'écriture. Oui, après, oui, il peut y avoir de très voilà. bons moments. Pendant, pour moi, c'est compliqué, mais oui. Oui, mais c'est compliqué, je peux comprendre un petit peu, parce qu'il y a le retravail, il y a la concision dans l'écriture, dans les idées. Et ça, je peux comprendre que ce soit très contraignant et que ce soit, je veux dire, très preneur de temps. Il faut être honnête. Il y a surtout le fait que la plupart des personnes qui écrivent sont de grands lecteurs. Oui. Il peut y avoir quelques cas miraculeux, où ça peut arriver, mais en général, c'est des personnes qui lisent. Bon, alors en lisant les autres, même si chaque texte est un texte à part entière, il y a forcément des comparaisons qui s'installent. Donc si tu es en train d'écrire ta nouvelle et que le soir tu vas dans ta bibliothèque et tu prends, que sais-je moi, quelque chose qui reste. Garcia Marquez, on citait, ou Camus, enfin bon bref, ou Pasolini, ou d'autres, ou Houellebecq par exemple, et que tu lises 10 pages, il est fréquent que l'envie d'arrêter d'écrire arrive immédiatement, parce qu'on se dit, quand serais-je, est-ce que ça vaut la peine d'écrire si jamais je n'arriverai à un tel niveau, ou si, en tout cas, à ce que j'écris pour le moment, ça ne tient aucunement à la comparaison avec ce qui existe déjà, donc pourquoi écrire? Pourquoi écrire? Donc ça, c'est terriblement angoissant. C'est comme si tu cours et que tu cours autour d'une piste et tu vois un type qui court 10 fois plus vite que toi, qui ne fait que te dépasser. À un moment donné, tu dis, je vais m'arrêter, je vais laisser courir tout ça. Donc cette angoisse-là est là. Non pas de l'envie. L'envie est toujours là, mais le fait de se demander si on est à la hauteur et
et si ce qu'on écrit a une quelconque valeur littéraire. Littéraire, parce qu'elle peut avoir une valeur narrative. L'histoire je sais pas, il y a des auteurs qui ont une facilité comme ça dans la construction des histoires et qui ont la capacité de saisir le lecteur aux tripes et de l'emmener à la fin de l'ouvrage sans que le lecteur à aucun moment ne soit lassé ou n'ait envie de refermer le livre, ce qui est exceptionnel. Et puis alors, il y a la qualité littéraire, on a envie quand même d'écrire de belles choses. Non, ne parlons pas de Camus, ne parlons pas de Garcia Marquez, mais imagine l'angoisse qu'auront d'autres lecteurs lorsqu'ils auront lu Santo Liquido, quoi. Oui, tu fais l'amitié. Bon, je te remercie. Si c'est pour me remonter le moral, je te remercie. C'est très bien. C'est bien. Tous les compliments sont les bienvenus, même si on n'y croit pas, ça fait toujours plaisir. Non, Giuseppe, je suis très content que tu sois venu nous voir. Mais moi, je suis très content d'avoir été remarquablement reçu.